suis très heureuse de vous accueillir au château de Pestel. Cette ancienne forteresse servait à défendre toute la vallée, parce que nous avions beaucoup d'envahisseurs à cette époque-là. Le château est situé à 700 mètres d'altitude, donc c'est un château de montagne quand même. Le donjon fait 40 mètres de haut, vous le verrez plus tard. Ce château a été habité par 4 familles différentes, mais qui sont en fait toujours la même famille. Il n'y a jamais eu de vente ou d'achat. C'est 4 familles par alliance. Le château a quitté la famille simplement pendant 80 ans, au moment de la Révolution. Le château a été pris comme bien national et a été racheté par l'arrière-grand-père de mon mari un petit peu plus tardivement. Alors maintenant, nous allons parler de l'architecture. Comme vous pouvez le voir, le château se compose de plusieurs blocs différents. De chaque côté, vous avez des ailes qui ont été rapportées dans les travaux du 19e. Ça a été des travaux colossaux. Derrière, vous pouvez voir l'énorme donjon qui a 40 mètres de haut et qui, lui, est la partie la plus ancienne du château. Alors, maintenant, je vous invite à suivre. Nous allons rentrer à l'intérieur du château pour voir tous les travaux qui ont été effectués ces dernières années. Le tympan que vous voyez là représente l'alliance de 2 familles, les Tessières avec les losanges et les Montama avec les lions dressés. Nous nous trouvons à l'intérieur du château. Cela est le hall d'entrée. Il a été construit au 19e. C'était une ancienne cuisine. Pour l'effectuer, il a fallu enlever 2 étages de chambre qui étaient au-dessus. Pour agrandir vers l'extérieur, pour faire cet escalier à double révolution, on a été obligé de creuser dans le rocher pour avoir la place de le voir, de le placer. Et dans cet endroit, vous allez voir qu'on a creusé vraiment dans le rocher, parce que là, on peut voir le rocher qui est derrière, comme vous pouvez le voir là. Alors ce hall est tout à fait dans le style néo-gothique. Ici, vous pouvez voir une très belle tapisserie qui représente Judith et Holoferne, mais surtout la tapisserie est amusante parce qu'elle a été retrouvée tout à fait par hasard dans les remises des cochers. Elle recouvrait une vieille voiture à cheval, comme si c'était une tapisserie de rien du tout, alors que c'était une belle tapisserie du XVIe. Maintenant, je vais vous emmener dans la salle des gardes. Alors, cette salle des gardes est la partie la plus ancienne du corps principal du château. Elle a quand même été un peu transformée au 19e parce que, comme on a ajouté des ailes, il a fallu faire des ouvertures. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des ouvertures du style orientalisme, c'est-à-dire plein 19e. Et vous voyez la profondeur qui était la fin du château. À cet endroit-là, il y avait une très belle cheminée que l'on n'a pas pu laisser parce qu'il fallait faire les 2 ouvertures. Et la cheminée est partie dans une autre pièce privée du château, mais que nous vous montrerons quand même tout à l'heure. Et les boiseries ont été faites par un architecte d'Aurillac, avec les armes des Miramont, bien entendu, parce qu'au 19e, on adorait mettre ses armes partout. Maintenant, nous rentrons dans le grand salon. Alors, ce salon a été totalement refait à la fin du 19e parce qu'il est dans une aile qui a totalement été reconstruite. Les travaux ici ont fini très tardivement, dans les années 1913 à peu près. La fin de la décoration totale a été finie à ce moment-là. Et nous pouvons le constater par ces cartons qui représentent tout à fait l'art nouveau. Vous voyez, on voit l'enroulement des racines, enfin qui sont très typiques, et qui représentent les 5 sens. Le toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'audition. En dessous, il y a une très belle cheminée qui date du 15e et qui vient d'un château qui s'appelait le château de Branzac, qui est à une heure de voiture d'ici, qui était une propriété qui appartenait au Pestel, qui était maintenant une ruine, et cette cheminée a été ramenée ici, pareil, à la fin du 19e.
Alors, il y a quelques belles peintures dans ce salon. Là, vous avez le portrait de Dubuffle, qui était le peintre de l'impératrice Eugénie. Également, elle a été le peintre de la grande cantatrice Rachel. À côté, vous pouvez voir ce tableau qui est d'après Élisabeth Vigier-Lebrun. C'est une histoire assez triste parce que le tableau original a été emmené par un cousin germain de mon mari qui, désespéré de ne pas hériter de Pestel, a emmené un des plus beaux tableaux du salon. Mais cette copie est quand même magnifique. En dessous, nous avons mis quelques portraits de famille, simplement pour montrer que c'est un château habité et vivant. Nous y faisons les baptêmes de nos enfants dans la chapelle, nous y marions nos enfants très régulièrement. Le dernier mariage est celui de mon plus jeune fils, qui s'est marié ici, il y a quand même maintenant 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais il y a quand même 10 ans. En se tournant vers cette petite estrade, nous avons au fond 2 tableaux de Carl Van Loo. Ici, nous avons 3 personnages de cire qui nous ont été donnés par le musée d'Aurillac, qui a fermé, et qui sont des personnages de cire du musée Grévin à Paris. Et on nous les a donnés parce que ça représentait Lafayette, et la scène avait vraiment eu lieu à Pestel. Donc j'ai eu priorité pour hériter de ça. Voilà, alors nous allons maintenant, si vous le voulez bien, monter au premier étage, où là, plus on monte, plus nous reculons dans les siècles. Suivez-moi. Alors là, vous voyez les lions très caractéristiques du 19e. Alors voilà, cette scène représente l'inauguration du lancement des travaux à Pestel. Comme nous le faisons encore aujourd'hui, quand nous donnons une réception un peu officielle, nous avons le préfet du département, nous avons l'évêque de Saint-Flour, l'architecte Émile Lemaigre, qui est celui qui a entrepris tous les travaux ici, le marquis de Miramont et son épouse, la marquise de Miramont. Sur le panneau situé à côté, peut-être que vous pouvez voir l'ampleur des travaux qui ont été colossaux. Alors, dans la construction de ces travaux, j'ai lu dans une lettre, dans cette petite archive, que les grands-parents avaient mis un petit peu d'or dans le pied d'un des donjons, d'un des constructions. Et alors, je peux vous dire que tous les enfants de toutes les générations, mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde a donné des coups de pioche absolument effrayants, mais n'a jamais rien trouvé. Les murs étaient très très durs, heureusement. Alors ici, nous avons les restes des plafonds peints, des 2 pièces qui ont été soustraites, qui ont été anéanties pour faire cet énorme hall. Ici, nous nous retrouvons dans une des 2 chambres qui ont été refaites au XVIIe siècle et qui sont des scènes évidemment de la mythologie. Celle-ci représente la renommée avec les cheveux transformés en serpents. Aux 4 côtés, nous voyons les demoiselles de Miramont qui n'ont pas pu se marier parce qu'il n'y avait pas de parti assez puissant pour elles. Donc on en a fait des religieuses et la famille avait créé un couvent à Vic-sur-Serre pour les caser. Derrière, vous avez un tableau qui représente mademoiselle de Miramont, qui est la sœur du père de mon mari, de mon beau-père, qui est rentrée religieuse, toute jeune. Et là, ça représente sa dernière... Elle a été peinte pour son dernier bal. Et cette toilette, chose extraordinaire, j'en ai retrouvé des morceaux, dont l'éventail, très récemment dans une malle, dans un rangement. Nous allons passer dans l'autre pièce des plafonds peints. Alors, nous avons ici également une scène mythologique. C'est le pauvre Icare qui s'est approché trop près du soleil et qui s'est écrasé dans la mer Égée. Alors, on situe tout à fait
l'époque où ces deux pièces ont été refaites, c'est-à-dire vers 1608, parce que c'est l'époque d'une alliance entre les Miramont, où vous pouvez voir là-haut les armes, et les Bardonnens sans sac, là. Donc ça nous situe tout à fait l'époque. Admirez la très belle frise de fleurs. Cette pièce a été complètement remaniée parce que j'ai eu un tournage de film il y a une quinzaine d'années et le metteur en scène avait un spécialiste de la décoration de cette époque et s'est promené dans Pestel pour rassembler et pour faire une très belle harmonie. Et c'est vrai que la pièce a été totalement transformée. Nous allons maintenant encore reculer dans les siècles et nous allons partir à l'assaut du donjon. Nous allons rentrer dans le donjon et cette passerelle par laquelle nous allons a été construite au 19e. Jusqu'à cette date-là, le donjon était totalement indépendant. Il n'était pas relié au château. La forteresse de Polmignac a subi plusieurs sièges, dont un en 1425 qui a été très important, qui a mis le feu à une partie du monument principal. Maintenant, nous sommes dans le donjon qui servait vraiment à rassembler la population et la garde en temps d'invasion. Il devait y avoir une trappe à un endroit du plancher, enfin du carrelage, parce qu'en dessous, il y a une pièce, un cellier un peu, dans lequel on mettait les provisions. Et il y a des sources à Pestel, donc il y avait toute l'eau qu'il fallait pour pouvoir se nourrir et se désaltérer. Cette pièce était la chambre du seigneur, et à cette époque-là, on y mettait la population, le seigneur avec tous ses enfants, tous ses servantes. C'était très très habité. Alors là, il y a deux fresques qui sont du XVe siècle. Elles ont posé un problème parce que nous les avons fait restaurer il y a à peu près 6 ans, parce qu'elles blanchissaient. Et il s'est posé un problème, c'est qu'elles avaient déjà été retouchées en 1913 et elles avaient été retouchées à la mode de ce moment-là, c'est-à-dire avec des cartels, vous voyez, des petites fleurs très précises. Et évidemment, c'était le bout du 19e, début 20e. Alors, s'est posé la question de savoir, pour la restauration, est-ce qu'on les remet dans le style du 15e ou est-ce qu'on recommence et restitue le 19e, d'autant plus que ces fresques étaient représentées au monument français au Trocadéro à Paris. Tout en haut, il y a une petite étoile et on l'a découverte, elle est peu de choses, mais elle a quand même été découverte lors des derniers travaux. Cette grande fresque représente les 4 preux parce que des études ont montré que dans les donjons du 14e et 15e, les peintures représentaient tout le temps les preux. C'est d'après une thèse assez récente. Et de l'autre côté, c'est le maître et son élève. Voilà, nous allons commencer l'ascension du donjon qui fait 40 mètres de haut et qui a une centaine de marches. Alors là, nous sommes au premier étage du donjon. C'était une salle des gardes, bien entendu, mais au 19e, on en a fait une chapelle. Donc, nous avons eu également la chance d'avoir ces personnages de cire qui animent cette chapelle. Nous y avons baptisé la plupart de nos petits-enfants. Même j'en ai un fils qui a fait sa communion ici. Enfin, elle sert régulièrement. Nous avons toujours les vieux prie-dieux de l'église avec toujours les marquis de Miramont, tout ça vient de l'église de Polmignac. Nous nous retrouvons dans une des salles des gardes qui avait la particularité, en cas de surcharge, de pouvoir mettre un plafond qui était posé sur ces piliers et qui était démontable. Parce que, comme dans la chambre du Seigneur, c'était des pièces où ils s'entassaient à très très nombreux. Alors ici, nous en avons fait la salle des archives. Alors voilà un tableau qui représente la généalogie de la famille. Nous sommes par là.
là, c'est le coin de mes enfants, de mon mari, de moi. Et puis, vous pouvez voir, je suis bretonne. Je suis bretonne. Il n'y a même pas mon nom. Ah si, mais il est effacé. Et puis, au-dessus, vous voyez des photos de châteaux. Alors, c'est le château de Pestel, le seul qui reste de la famille. À côté, le château de Pauillac, qui a été vendu il y a une quinzaine d'années. C'est à 100 km d'ici, du côté de Brioude. Le château de Fagues, pareil, qui a quitté la famille il y a à peu près 60 ans. Les châteaux qui sont de ce côté étaient les possessions de la famille de Cassagne de Miramont, dans le Rouergue, parce que la famille vient du Rouergue, mais a émigré dans le Cantal en 1608 à peu près, par son mariage avec une Pestel, une demoiselle de Pestel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les 4 familles se sont succédées, mais c'était par alliance et non pas par vente. Alors, ici, nous avons quelques lettres, quelques manuscrits. Vous pouvez y voir les signatures de tous les grands rois. Et puis, à côté, vous avez l'érection par le roi Louis XV du marquisat de Cassagne de Beaufort sur la terre de Pestel. C'est-à-dire que le titre de marquis appartient à Pestel, au château de Pestel. Nous en avons les papiers. Bon, différentes petites, des passeports, des jeux de cartes, des assignats, des terriers. Mais le grand-père de mon mari, en 1933, a laissé cet écrit qui était assez beau, je vous le montre. Attendez, je vais quand même vous mettre ça derrière à cause de la transparence. Je vous le montre parce qu'il est assez beau quand même, comme conseil pour nous. Alors, nous allons encore monter d'un étage pour aller voir la salle de l'Éternel Retour. Alors nous avons fait la salle de l'Éternel Retour parce que pendant la guerre, en 1943, a eu lieu le tournage de ce film qui est resté un film culte. Les acteurs étaient Jean Marais, Madeleine Sologne, les Delannoy pour les conversations, enfin pour les discussions, et Jean Cocteau pour la mise en scène. Et là, nous avons des lettres de chacun de ces acteurs qui remerciaient pour le tournage d'avoir été accueillis à Pestel. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup d'explications sur ce tournage en pleine guerre parce que nous n'étions pas nés et il n'y a plus personne de cette époque-là qui peut nous raconter, donc on n'est pas du tout au courant. Alors maintenant, nous allons vous emmener encore à un étage qui est le chemin de ronde, et là, avec une très belle vue sur tout le panorama. Les monts du Cantal, la campagne cantalienne, la rivière la Serre, parce que ce château était fait pour protéger cette vallée. Alors nous avançons maintenant vers la cuisine qui a été créée en 1900 et qui a servi jusqu'en 1995. Nous passons dans la partie service. Et ici, c'est le monte-charge qui a été fait pareil en 1900 ou 1890, je ne sais plus exactement, et qui nous sert tous les jours encore. Vous voyez le maniement, c'est pas si léger que ça, mais ça nous fait faire de l'exercice et ça nous sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça intrigue beaucoup les visiteurs qui me disent de l'électrifier. Alors nous avançons maintenant vers cette grande et belle cuisine. Nous l'avons refaite exactement de la même manière de ce qu'elle a été depuis 1900. Et nous avons reçu le prix de la Cornue en 2002, qui est la récompense pour la plus belle cuisine de l'année.
Alors ici, vous voyez un cantou, c'est une spécialité cantalienne, avec ces deux petits bancs de bois qui servaient pour garder le sel. C'est la place des grands-mères. Deux personnages, toujours des personnages de cire, que nous avons habillés, comme vous pouvez le voir, avec des livrets que nous avons trouvés ici dans les réserves. Et alors là, on peut admirer les boutons de livrets qui représentent les armes des Miramont et de l'arrière-grand-mère Roger. Voilà, alors ici vous avez toujours la vieille cuisinière qui servait il y a encore 15 ans. On voit les tuyaux qui montent jusqu'à la réserve d'eau, qui donnaient l'eau pour le rez-de-chaussée. Un peu plus loin, vous pouvez voir les sonnettes qui appelaient les domestiques. Vous voyez, ça désignait toutes les pièces. Et à cet endroit-là, vous pouvez voir la souillarde qui était faite pour la vaisselle, le découpage des volailles, des viandes, en un mot pour tout ce qui était un peu sale. Donc voilà la souillarde. Le personnage astique les cuivres. Alors maintenant, je vais vous emmener pour une partie privée, qui sont notre salle à manger et notre partie salon où nous nous tenons quotidiennement. Donc nous allons par cette petite porte qui autrefois était le passe-plat. Parce que lorsque l'on recevait dans cette salle à manger, même s'il y avait deux personnes, il y avait une personne au fourneau, une personne devant le passe-plat de ce côté, une personne de l'autre côté du passe-plat, qui enfin pouvait servir. Ici, c'est notre pièce quotidienne, qui est toujours un petit peu en désordre, évidemment, mais nous sommes quand même très heureux de vous la présenter parce qu'elle n'est pas ouverte à la visite. Alors ici, vous voyez que c'est fait dans le style néo-gothique, absolument pur. Le mobilier a été fait à Aurillac et commandé pour Pestel. La cheminée était une très belle cheminée qui venait de la salle des gardes, mais qui a été transportée ici parce qu'il y avait la place de la mettre, et elle a été recouverte de plâtre à la manière du 19e, parce qu'il fallait toujours, bien entendu, qu'il y ait ses armes et tous ses attributs de sa noblesse partout. Ça, c'était une caractéristique du 19e. Enfin voilà, ça a été un plaisir de vous expliquer un petit peu Pestel. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que cela vous donnera envie de revenir. Et ce sera un plaisir de vous y accueillir.